Je reviens de chez le garagiste, enfin en quelque sorte, parce que je reviens juste d'un centre de service Tesla. Bah oui, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, je m'étais exprimé en 2021 quand j'avais fait ce choix-là, mais je conduis une Tesla Model 3 au quotidien. Je dois dire que c'était à l'époque un petit rêve, un petit plaisir de pouvoir m'équiper de ce type de véhicule. Et puis, il y avait un certain nombre de conditions qui étaient largement réunies. L'aide à l'époque de l'État pour ce type de véhicule, qui est toujours existante, mais qui est plus restreinte et qui a une moins grande portée maintenant. J'avais pu mettre un petit peu d'épargne dans un premier loyer et puis je m'étais lancé dans une location longue durée avec une Tesla Model 3. Donc c'était les Tesla qui avaient été revus par rapport à des versions précédentes, mais c'est pas évidemment les toutes dernières versions que vous voyez peut-être circuler maintenant sur la route, qui ont des designs un petit peu plus jolis. Quoique je préfère quand même finalement l'avant des Tesla Model 3 avant l'année dernière, avant 2024. Mais en tout cas, voilà, ça fait quelques années maintenant que je suis équipé d'une Tesla Model 3 et honnêtement, d'un point de vue expérience de véhicule, j'en suis très content. C'est pas des véhicules parfaits, surtout la Model 3 de 2021 a encore plusieurs défauts. Notamment le haillon à l'arrière qui est pas pratique du tout pour des trajets avec des gros stockages. Voilà, quand on va chez Ikea, chez Leroy Merlin pour transporter des petites choses, ça a évolué entre-temps. Il y a des petites choses qui se sont améliorées. Dans l'ensemble, ça reste quand même une expérience de conduite assez géniale au quotidien. Et l'expérience de l'autonomie de l'électrique, moi, me plaît énormément. Alors, si jamais vous voulez en savoir plus sur l'utilisation d'un véhicule électrique et notamment la découverte, je vous invite à écouter Coticast, qui est un podcast qui est fait par Gaëtan, un collègue podcasteur, créateur de contenu. Peut-être que vous le connaissez déjà, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais il a parlé de ses premières expériences avec une BMW là, ces dernières semaines. C'est hyper intéressant parce que ça me rappelle un petit peu les réflexions que je faisais à l'époque. Pour la petite anecdote, mon profil de conducteur fait que je faisais très très peu de kilomètres chaque jour pour aller au travail, voire même en fait je prenais même pas forcément la voiture pour tout dire. Et puis je le faisais même plutôt en vélo dès que j'en avais la possibilité. Et je n'ai pas de possibilité de charger le véhicule chez moi. Donc c'est un profil, je pense intéressant et qui peut-être permettra d'en savoir un petit peu plus pour des personnes qui sont dans la même situation que moi et qui envisagent un véhicule électrique. Alors c'est pas sans contrainte, mais il y a possibilité de transformer ces contraintes en expérience plutôt positive de mon côté. Et je pense que désormais j'aurai quand même beaucoup de difficultés à revenir à un véhicule thermique. Je verrai de quoi l'avenir est fait, évidemment, mais parmi mes petits caprices maintenant du quotidien, j'avoue que le fait de bénéficier d'un véhicule électrique est quand même très satisfaisant. Et je dois le dire aussi, les véhicules Tesla sont particulièrement satisfaisants sur plein d'aspects. Et je le confirme d'autant plus là parce que, comme je vous le dis, je reviens d'un centre de service et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, mais j'ai pu tester un modèle Y, donc les toutes dernières générations, qui sont des véhicules qui sont quelques dizaines de centimètres plus longs que les modèles 3, à peu près la même largeur, un peu plus haut, plus spacieux, et sur lesquels finalement il n'y a pas, je trouve, une grosse différence de prix avec les modèles 3. Principalement, je crois savoir que les modèles Y, en plus, sont fabriqués, pour partie là sur ce qui nous est commercialisé, en Allemagne et donc ça bénéficie des aides de l'État puisque ce sont des véhicules qui sont fabriqués en Europe. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que les modèles 3 sont pas fabriqués en Allemagne. Il faudrait que je revoie un petit peu ce point. Et en fait, je commence à regarder un petit peu parce que la location longue durée arrive à échéance en 2026, en avril 2026, si je dis pas de bêtises. Donc, il va falloir que je me pose des questions d'ici là. Il faudra que je regarde tout simplement si je voulais l'acheter, le véhicule, repartir peut-être sur un crédit ou un achat comptant sur le restant, peut-être plutôt un crédit auto, ce que ça me coûterait.
Et puis je peux aussi, restituer le véhicule finalement et puis partir sur autre chose et je me pose plein de questions. Alors, je commence à me les poser, très à l'avance. Après ça fait partie de ces gros choix d'acquisition dans la vie. C'est pas un prêt immobilier, c'est pas une maison, un appartement, mais une voiture, ça reste, je pense, le deuxième sujet le plus important dans une vie pour un foyer en termes d'acquisition, et acquisition dans le sens large, hein, dans le sens location ou dans le sens achat. Déjà, est-ce qu'on doit le faire ou pas? Et puis et si jamais on le fait, quels sont les modes d'acquisition, occasion, neuf, bref, toutes ces questions que vous avez probablement déjà eu l'occasion de vous poser si jamais vous êtes dans la même situation. Et évidemment, il y a un truc hyper important qui a changé depuis 2021, c'est Elon Musk à la tête de Tesla, qui plombe vraiment toute décision, je trouve, d'achat par rapport à ses produits, compte tenu de son profil et de son état d'esprit, de son tempérament. Bon, je me dis que peut-être d'ici avril 2026, on en saura un peu plus. Est-ce que, j'en sais rien, hein, est-ce qu'il aura lâché du lest et que, il aura moins la main sur cette entreprise parce que ça aura trop causé de problèmes? Est-ce que, les rapports qualité-prix seront fondamentalement imbattables parce qu'ils n'auront pas réussi à vendre suffisamment de Tesla et qu'ils vont devoir faire, des réductions? Je me dis: «C'est possible aussi». Je m'ouvre à toutes les possibilités. J'ai vu aussi, d'autres, éléments positifs qu'il peut y avoir, dans d'autres véhicules, de marques concurrentes. Je trouve juste que le rapport qualité-prix chez Tesla est absolument incroyable. Bon, d'ici avril 2026, je vais surveiller ça de très près et je verrai ce qu'il en est. Si je continue ce blog audio en podcast de La Voix de Guillaume, j'aurai peut-être l'occasion de vous tenir au courant sur l'évolution de mes réflexions. Mais ce que je voulais vous partager dans l'épisode du jour, c'est tout simplement l'expérience des Tesla services, donc des centres d'entretien. C'est rigolo, tiens, ça c'est une belle ironie de la chose, l'avertisseur de maintien dans la voie qui se met en PLS parce que j'arrive à proximité d'un péage et c'est toujours des petits moments où le véhicule, a l'impression que vous déboîtez une voie et vous alerte. Bon, c'est bien, ça réveille. C'est rigolo donc de voir que pile au moment où je parle de centre de service Tesla, il y a une alerte. C'est pour ma sécurité, tout va bien, bien entendu. Alors donc depuis 2021, j'ai pas fait grand-chose sur ce véhicule. J'ai eu des accrochages. Hem, je crois que j'en avais un qui était de ma responsabilité et plusieurs autres qui n'étaient pas de mon fait. Bon, peu importe. J'ai découvert donc le fait que les carrosseries géraient finalement très bien, ou en tout cas la carrosserie qui est à côté de chez moi gérait très bien ce genre de désagrément. Ils arrivent à remettre, le véhicule comme neuf. C'est vraiment des magiciens, les carrossiers. C'est rigolo parce que j'ai eu besoin, si vous suivez mon blog audio, vous savez que j'ai eu un petit pépin il y a pas très longtemps qui a nécessité, du coup une visite, chez le carrossier et quand je déposais le véhicule chez le carrossier, on parlait un petit peu du métier de carrossier. Il me disait que c'était un métier qui était très, demandé, très recherché et que c'était effectivement des vocations qui pouvaient être très sympas, mais c'était un métier aussi, je pense, assez dur et il disait qu'il y avait vraiment beaucoup de demandes, dans le domaine. Donc je me dis peut-être à l'avenir, si je dois me reconvertir, allez savoir, peut-être que je me mettrai carrossier. Ouais, je pense que j'ai pas conscience de tout, mais je trouve ça magique quand même ce qu'ils font. Deuxième pépin que j'ai pu avoir, donc pas dans l'ordre chronologique, mais dans la typologie des pépins, j'ai eu un pare-brise abîmé. Et alors là, il a fallu changer le pare-brise. Et pour le coup, ils savent très bien faire, hein, là aussi dans les garages. Ils ont maintenant les savoir-faire techniques Tesla, donc c'est plus du tout un souci. Comme ça a pu l'être, pardon, pendant un temps, mais la disponibilité des pièces de la part de Tesla, qui sont évidemment des pièces, propriétaires, quoi. C'est-à-dire que c'est le genre de truc qu'on peut pas se fournir à côté. Un pare-brise, par exemple, chez Tesla, ça nécessite d'attendre la pièce chez Tesla et les disponibilités sont vraiment très faibles. Donc ça, c'est vraiment naze. C'est sur certains éléments, les composants, les pièces sont pas facilement disponibles. Et ça, c'est vraiment très relou parce que, en particulier pour un pare-brise fêlé, ça peut vraiment vous pénaliser. Vraiment, les délais d'attente sont de l'ordre de plusieurs mois, hein. Ça peut être 2, 3 mois. Je crois que dans mon cas, c'était plus de 2 mois, mais on m'avait dit que j'avais eu de la chance que ce soit aussi court. Donc ça, c'est des éléments un petit peu pénibles.
Petite anecdote, comme je suis passé chez le carrossier, je me suis rendu compte que j'avais manqué le contrôle technique de mon véhicule qui aurait dû avoir lieu au printemps là, pour la première fois et je l'avais je l'avais jamais fait et donc je l'ai fait, ça montre, 2 petits soucis alors qui ne nécessitaient pas immobilisation mais qui vont nécessiter une contre-visite. La première chose, c'est les pneus avant qui étaient trop usés. Je pensais que ça pouvait tenir encore un peu, mais non, ils étaient vraiment trop usés, donc j'ai dû les changer à l'avant. Ça, c'est un point qu'il faut garder à l'esprit avec les véhicules électriques, c'est que l'usage des pneus se fait, beaucoup plus vite qu'avec un véhicule, thermique. Et puis la deuxième chose qu'il y avait, c'est qu'il y a une espèce de jeu dans les roues arrière. Donc c'est bon, en plus les roues avec propulsion, les véhicules Model 3, en tout cas le mien est à propulsion, donc les roues motrices sont à l'arrière. Et donc ce sont ces roues qui ont un très léger jeu. Donc ça, au contrôle technique, il me disait que c'était pas du tout bloquant, mais que il fallait contacter Tesla et que c'était bien connu comme problème et que ça pouvait se corriger. Ils vont remplacer, je sais pas quoi d'ailleurs, mais ils vont le remplacer. Et donc à côté de ces aléas, bah en fait il n'y a pas d'entretien. Les seules choses qu'il faut changer, donc comme je vous le dis, c'est les pneus, les essuie-glaces et le liquide de lave-glace qu'il faut remplacer. Bon, comme tout véhicule, il y a quand même des choses à changer. Là, j'ai eu une alerte pour la batterie basse tension. On pense pas toujours au fait que ces véhicules électriques ont deux batteries, une batterie pour l'autonomie du véhicule, du moteur, et une batterie basse tension qui gère plein d'autres choses, un peu socle et un peu plus bas niveau. Et là, bah, il fallait la changer. J'avais une alerte, il fallait le prévoir. Je pense que ça aurait pu attendre, mais j'ai pas voulu attendre. Et donc, c'est les seuls éléments d'entretien qu'il faut prévoir. Ah oui, avant que je vous explique un petit peu l'expérience dans un centre Tesla, je voulais juste revenir sur le coût que pouvait engendrer un véhicule électrique. Et je suis bluffé de voir à quel point, quand je mets bout à bout sur plusieurs années, l'entretien qu'il y a, qui est très faible, et l'économie qu'on fait avec l'électricité, c'est juste dingue. Et pourtant, je suis un gros consommateur de superchargeurs, et donc qui sont pas les charges les plus économiques, même si j'ai aussi l'opportunité de me charger sur des bornes qui sont bien moins coûteuses. Vraiment, c'est ahurissant de voir la différence de prix par rapport à un véhicule thermique. En termes de charges d'assurance, c'est vraiment de l'ordre de 15 € de plus que le véhicule que j'avais avant, qui était un véhicule vraiment très économique en termes thermiques, quoi. Enfin, c'était un tout petit gabarit, ça s'assurait à pas cher. Et bah, le véhicule que j'ai là, la Model 3, a pas un coût d'assurance qui est énorme. Donc voilà, l'expérience, encore une fois, en rapport qualité-prix, je trouve, est assez imbattable. Il y a des petits défauts là sur la Model 3, notamment, il y avait un petit objet sur la route là, un peu dangereux. Je pense que c'était pas un gros objet, mais c'était un peu flippant. Une espèce de tuyau en plastique. J'aurais dit une canette, mais en plastique. Et petit défaut quand même pour la Model 3 là de 2021, je sais pas si ça a été corrigé, mais un truc à l'usage qui est un peu relou, c'est le rayon de braquage qui est pas bon. Enfin, il est très faible et donc pour manœuvrer, bah c'est jamais très 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 pratique quoi. Donc la Model Y, elle avait cela d'intéressant, je trouve, c'est qu'il me semble que le rayon de braquage est beaucoup plus intéressant et pratique. Ah, j'ai testé aussi le stationnement automatique, c'est vraiment génial. On se met devant une place, on appuie sur un bouton et la voiture se stationne toute seule. C'est flippant en fait au départ parce qu'on a l'impression qu'on va accrocher les véhicules alentour. Et en fait, non, le truc est hyper fiable. Je crois que c'est pas possible sur certaines places, type les places les places latérales. Je sais pas comment expliquer, mais vous savez quand vous avez les rues avec les places de stationnement en ville qui sont le long de la rue dans le même sens que la voie de circulation. Je suis pas certain que les aides au stationnement fonctionnent dans ces cas-là. Peut-être, j'en sais rien. Je suis pas certain. Il faudrait que je creuse cet aspect-là. Mais j'avoue que ça, c'est vraiment très chouette. Je sais pas si c'est une option, c'est vraiment très, très, très cool. Voilà, finalement, peu d'autres changements hein, par rapport à mon véhicule sur une Model Y. Donc voilà, l'essai était quand même assez chouette. Et donc, l'expérience d'entretien chez Tesla est quand même très cool. Et ça, c'est un point que je voulais souligner.
par rapport à un garage où, à l'ancienne, vous appelez, vous attendez d'avoir quelqu'un. On vous dit des choses que vous savez déjà, mais qu'il faut quand même appeler avant, hein, parce qu'ils veulent pas que vous veniez directement sans avoir passé un coup de fil avant. Donc, ils vous disent que vous pouvez passer pour une expertise. Je sais que je compare des choses qui sont assez différentes, qui sont des entretiens chez Tesla bien spécifiques avec des pièces bien identifiées et dans une carrosserie, une expérience où il y a l'expertise, l'expert qui va prendre des photos, qui a remonté le dossier, etc. Mais quand même, donc dans la carrosserie, l'idée c'est que vous devez donc, comme je l'ai dit, appeler, vous rendre à la carrosserie à un moment donné, attendre, il prend des photos, vous prenez rendez-vous avec les secrétaires qui sont parfois aimables, parfois moins aimables, qui vous proposent une date dans 15 jours. Il faut que vous regardiez votre agenda à peu près, quand est-ce que c'est possible, pas possible. Un créneau, un moment d'immobilisation, véhicule de prêt, si c'est pris en charge par l'assurance, ça peut être cool. Véhicule de courtoisie. Vous revenez chez vous, vous attendez, vous revenez déposer votre véhicule, vous avez le véhicule de courtoisie, vous êtes sûr que vous y passez une demi-journée, vous revenez chez vous, vous attendez que la réparation soit faite et vous restituez le véhicule de prêt, vous récupérez votre véhicule qui est tout beau et vous avez l'impression d'avoir un véhicule tout neuf, c'est cool. Mais j'avoue que cette expérience téléphonique de rendez-vous et d'attente au guichet, c'est devenu un truc dans l'ensemble des services, hein, pas que dans le monde des automobiles, mais c'est devenu vraiment un truc insupportable. Je crois que je commence à être allergique à tous les services qui ne proposent pas les prises de rendez-vous dans des agendas. Même mon coiffeur, j'adore ma coiffeuse, j'adore l'expérience que j'ai d'aller chez mon coiffeur. Ils sont adorables, mais vraiment juste le principe de pas pouvoir prendre rendez-vous dans l'agenda et être obligé de passer des coups de fil m'insupporte. Et évidemment, avec l'application Tesla et l'expérience qu'il y a en tant que client Tesla, bah voilà, tout est intégré à l'appli. Vous dites quel est votre souci, vous prenez rendez-vous, vous avez juste des échanges par messagerie instantanée avant. On vous rappelle pour vous dire que on vous attend, voilà les petites instructions qui vont bien. Vous posez votre véhicule, vous avez une personne qui et en fait vous garez votre véhicule, hein, vous vous en occupez pas, tout est géré par les équipes Tesla qui prennent possession de votre véhicule sans que vous leur transmettiez, j'en sais rien, des clés ou quoi que ce soit. Vous allez voir une personne de l'équipe de la boutique que vous respectez énormément parce que rappelez-vous, ce sont des personnes qui sont employées dans une entreprise qui est dirigée par un nazi et ça doit être très dur pour eux, non seulement psychologiquement, mais en plus, ils doivent se prendre des insultes et des réflexions, des remarques désobligeantes de la part d'usagers en colère par rapport à cet aspect-là des choses. Donc, j'essaie d'être adorable avec eux. J'aborde même pas le sujet, en fait. Je pense que ça doit les gonfler. Et spontanément, elle me propose un essai d'une modèle Y. Donc, je profite d'aller faire un petit tour avec la modèle Y. Très chouette. Bon, c'est évidemment commerçant et dans leur intérêt, mais c'est aussi un petit plaisir. C'est très cool. Vous revenez, vous prenez votre petit café en libre service, la espresso, qui sont toujours très bons. Vous êtes dans un salon qui est pas un salon VIP, mais dans lequel vous avez quand même le plaisir de vous installer dans un fauteuil propre et confortable. Vous sortez votre tablette, vous regardez votre série, vous attendez que ça se termine et dans l'application, vous avez la progression de l'avancement de l'entretien, point par point. Et puis ça passe tout en vert au fur et à mesure. Vous êtes notifié, on vous appelle. Vous partez, et puis ce qui est rigolo, un petit détail, c'est que vous rentrez dans votre véhicule et on vous demande de payer avant de reprendre votre véhicule. J'ai pas testé de partir sans payer dans l'application mobile parce que c'était demandé de payer avant de partir. Puis je savais que de toute façon je devais payer ce changement de pièce, cette batterie basse tension. Et donc j'ai payé dans l'application mobile avec Apple Pay et je suis parti. Et j'avoue franchement que l'expérience client, elle est top. Elle est vraiment top, c'est un vrai plaisir. Et ça me ferait mal au cœur de perdre cette expérience client. Alors je sais, il n'y a pas très longtemps, que le même Gaëtan dans Coticast dont je vous parlais, exprimait son expérience avec sa voiture BMW sans clé, uniquement avec le smartphone et il disait que c'était pas très pratique
et je lui expliquais que c'était pas l'expérience qui n'était pas satisfaisante, c'était l'expérience qui était offerte par BMW qui n'était pas bonne parce que cet usage du véhicule sans clé chez Tesla, elle est vraiment très bonne avec le smartphone, tout marche super bien, j'ai jamais eu de soucis avec ça et je trouve vraiment qu'une fois que là aussi on y a goûté, c'est difficile de revenir en arrière. Donc je sais que ce n'est pas exclusif à Tesla, cette expérience que je suis en train de décrire, que ce soit l'expérience sans clé ou l'expérience client, elle est là dans beaucoup de services et pas que dans le domaine de l'automobile. Et elle est vraiment très plaisante et c'est des choses auxquelles on a du mal à échapper après une fois qu'on y a goûté. Alors, d'ailleurs, c'est une petite réflexion que je mène, c'est à force qu'on ait ces expériences qui sont très agréables sur le plan humain, est-ce que on n'en devient pas un peu capricieux, un peu exigeant? Peut-être. Moi, je réfléchis à autre chose, c'est que j'ai plutôt le sentiment qu'il y a quelque chose de très vertueux dans ces expériences clients positives, sans couture, sans défaut. C'est qu'au final, notamment moi qui suis maintenant pro et qui offre un service à des clients, même si mon cas est un petit peu particulier, eh ben je trouve que ça tire vraiment vers le haut l'ensemble de l'expérience qu'on peut fournir avec d'autres personnes, y compris dans un environnement personnel. Et quand on a une expérience client de ce type, moi, ce que ça engendre chez moi, c'est pas, je pense, de me rendre capricieux et de faire de moi un odieux personnage, mais plutôt de me tirer vers le haut et de me remettre en question sur l'image que je peux renvoyer avec les gens à titre personnel et à titre professionnel. Ce cercle vertueux, en fait, c'est marrant parce que c'est quelque chose que je réfléchis depuis très longtemps dans le cadre de mon boulot. J'ai eu l'occasion de travailler dans mon passé, dans d'autres expériences professionnelles, sur cette expérience client. Et je crois que je suis en train de toucher du doigt un truc qui me plairait beaucoup si à l'avenir je devais rebosser en entreprise, c'est essayer d'offrir une expérience client et aider d'ailleurs en interne une entreprise à se transformer pour que l'expérience client soit hyper satisfaisante. Je pense vraiment que c'est un truc qui me plaît parce qu'il y a beaucoup d'aspects humains qui tombent dedans et il y a quelque chose de très vertueux à titre pro, mais aussi à titre personnel. Et j'aime beaucoup avoir cette expérience et pouvoir y réfléchir et l'offrir pour d'autres. Donc voilà, c'était un petit peu mon expérience dans un centre de service Tesla, mais aussi de client d'un véhicule Tesla depuis quelques années. Ça me permet de clore cet épisode au moment même où je double un camion qui sort probablement du même centre Tesla que j'ai visité tout à l'heure, puisqu'il est rempli de véhicules Tesla. Il y en a au moins une dizaine qui ont l'air d'être des véhicules flambant neufs qui vont être délivrés. Je ne sais pas quel est l'avenir de cette marque et de cette entreprise. Ça me fait extrêmement mal au cœur que ce soit dirigé par un nazi. Et j'ai l'impression même avec le temps maintenant, je sais même pas si c'est un nazi de conviction, mais ça m'a l'air d'être un nazi d'opportunisme, ce Elon Musk, ce qui en fait peut-être une situation encore pire. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait mal au cœur. Voilà, je vous ai confié un petit peu mes états d'âme. Je termine mon trajet parce que j'ai quand même plaisir à conduire à la base et plaisir à conduire sur ce type de véhicule. Je vais réécouter les podcasts que j'ai en retard et je vous souhaite bien évidemment de votre côté une très belle continuation et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de La Voix de Guillaume. Ciao à toutes et à tous.